Bonjour à tous. Ça va me gratter un peu la gorge, hein, donc attention aux oreilles. Donc moi je m'appelle Ronan Massuve. L'année dernière j'étais assis comme vous donc à la première édition. Aujourd'hui je suis là en tant qu'orateur parce que j'ai quelques petites choses à vous dire. J'ai travaillé avec Willy et Sylvain, donc dans une agence dont je tairai le nom aussi. Qu'est-ce que je voulais dire, moi ça fait pas longtemps que je suis dans le web. Malgré ça, je suis très passionné et j'ai été souvent surpris de voir certains fichiers sur lesquels je pouvais être amené à travailler assez dégueux. Du coup, je me suis intéressé à l'optimisation JavaScript pour me former et puis parce que c'est ma passion, voilà, tout simplement. Pourquoi faire voilà. Moi j'arrivais dans des fichiers, j'étais un peu comme ça. C'était un peu le bordel, un peu le foutoir. Je me suis dit, il y a forcément un truc à faire, on n'est pas... je suis pas plus bête qu'un autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, pourquoi le faire? Alors, j'ai pris des petites notes. Bon, c'est ma première conférence, donc je suis pas super à l'aise. Aujourd'hui, on utilise de plus en plus de scripts dans nos sites pour ajouter de l'interactivité, donc des librairies, des plugins, pour avoir des carousels, des bobines, de l'Ajax, avec jQuery notamment. Ça, Sylvain qui est caché. Donc pour faciliter le debug, parce que optimiser son code, ça fait qu'après ça devient beaucoup plus facile pour optimiser et débugger son code. Bon, si je dis une connerie, vous me ratez. Voilà, ça permet d'avoir une interface encore plus réactive, en parlant du temps d'exécution, plus ça va se dérouler très vite à l'exécution et plus on va avoir une sensation de réactivité. Et bien sûr, on va augmenter la maintenabilité, parce qu'on aura un code structuré. On descend. Ouais. Ça revient à ce que j'ai dit. Donc, anticiper les conflits avec d'autres scripts. Nous ne sommes pas seuls, il ne faut pas penser qu'à soi, on n'est pas les seuls à coder sur un projet. Alors pour moi, il y a une histoire de scope à retenir. Je vous préviens, la conférence elle est assez accessible, c'est pas par rapport aux autres conférences, là ça va un peu plus bas, donc c'est plus accessible. On va avoir un exemple de code, alors je vais pas bien, je peux me déplacer. Par là, tiens, par là. Quand on voit ça, on imagine en haut là, les 3 premières lignes, c'est le premier script. Donc on a une déclaration de variables, enfin console.log, voilà. On arrive à afficher John Doe, sauf que cette variable name, elle est attachée aussi à l'objet global qui est window. Si on a un deuxième script qui est chargé plus tard et qui est exécuté après, et qui fait la même erreur, et le premier script va se retrouver un petit peu embêté, on va dire. Ça marche pas à distance, hein. Donc ça, c'est mauvais. Ça, je ne vais pas vous l'apprendre. Suivant. Donc ça, c'est un peu mieux, c'est une meilleure technique. On crée une variable dans laquelle on va mettre toutes ses propriétés. Donc on va exposer au scope global une seule variable, ce qui permet de limiter les conflits avec d'autres scripts à venir. Bon, ça c'est... Non, tu veux pas? Ça c'est mieux. Mais on peut faire mieux. Par contre, si je dois tourner mon bras à chaque fois...
Voilà, donc les fonctions anonymes, donc voir la conférence de Sylvain au Cancan, je crois. Là, on est dans un scope qu'on maîtrise. On sait qu'en déclarant quelque chose à l'intérieur de ce scope, on n'ira pas rentrer en conflit avec les autres scripts. Qu'est-ce que j'ai marqué en note? Voilà. Donc ça, c'est meilleur. Donc faciliter le debug. En faisant quoi? En vous imposant de la rigueur. Avec le mode strict. Alors, qui connaît le mode strict ici? Ok. On va dire un tiers, presque la moitié. Le mode strict. Rien. Le mode strict, il fait quoi? Il convertit les fautes en erreurs. Alors, je m'excuse, je lis un peu mes notes parce que j'ai fait hier soir à 2h du matin. En temps normal, on peut avoir en JavaScript des petites erreurs que le moteur JavaScript il lève pas une erreur, quoi. Il lève pas une exception. Du coup, ça continue. Et pour moi, j'appelle pas ça de la rigueur. Donc le mode strict, il est là pour vous donner un cloisonnement, pour que ça soit moins permissif. Et attends, il faudrait que je boive un coup, la soif. Hop. Je vais vous mettre le bout de code en attendant. Alors, donc là, si on est en haut de son fichier, qu'on met useStrict, et qu'on déclare pas avec le mot-clé var une variable, là, ça va lever une exception, parce que c'est pas autorisé dans le mode strict, et c'est comme ça. Ça, pareil, ça ne va pas autoriser de modifier ou supprimer une propriété d'un objet natif, on va dire. On ne va pas pouvoir supprimer la propriété prototype de la classe object. Vous me dites si je dis une connerie. Voilà. Juste à savoir que le mode strict n'est pas disponible partout aussi. Ouais, j'y viens après. Okay. Là, si je déclare un objet avec deux propriétés qui ont le même nom, donc P et P, en temps normal, JavaScript, lui, il prendra, déjà on pourra le faire que 2 fois maximum, et il prendra la valeur de la dernière propriété déclarée dans l'objet. Donc là, pour lui, si on fait O.P, on aura la valeur 2. Sauf que là, pareil, c'est une erreur de syntaxe en mode strict. Là, pareil, il va lever une exception et il va couper l'exécution. Et c'est pas fini, il y en a beaucoup d'autres, des restrictions. Je vous invite à aller voir un des liens que j'ai mis à la fin de la présentation. On pourrait faire une conférence entière là-dessus, mais c'est pas le but. Donc, ton mode strict, là, je le mets où? Sylvain, t'as pas une idée? Il est pas là, il est à côté. Il est là? Il est caché? Ah. Et donc? Ouais. Alors, le mode strict, déjà, ça agit sur le scope courant, en cours, et les scopes enfants. Voilà.
Donc là, j'ai une fonction en haut, je suis strict avec à l'intérieur useStrict. Donc tout ce qui sera à l'intérieur sera en mode strict, y compris les fonctions déclarées au sein de cette fonction. Par contre, dans le scope global, on sera en non strict, et dans une fonction déclarée après, par exemple, cette fonction, ou avant, on ne sera pas en mode strict. Ça permet de, plutôt que de mettre tout votre script en mode strict, d'y aller étape par étape, quand par exemple l'application est déjà développée et que vous avez envie d'optimiser. Alors j'ai prévu d'en parler après, mais tu viens de me le rappeler. Le mode strict n'est pas, ne fonctionne pas sur tous les navigateurs. Donc en utilisant ça, faut pas que ça vous faut quand même faire les tests sur les navigateurs qui ne supportent pas le mode strict, parce que ça peut créer des erreurs pour évidemment même votre code qui paraît bien avec le mode strict, il peut créer des erreurs sur des navigateurs qui ne supportent pas le mode strict. Aujourd'hui, alors j'ai pas la liste des navigateurs qui ne supportent pas ni les versions. Ça sera pour une prochaine fois. Alors attention, si votre code il est concaténé avec d'autres fichiers, d'autres scripts qui vous appartiennent ou qui ne vous appartiennent pas, si votre code, vous, dans votre fichier, vous avez mis useStrict dans le scope global et que vous concaténez avec d'autres fichiers, les autres fichiers vont être aussi considérés en mode strict. Alors quand je dis autres fichiers, en fait, ça fera plus qu'un fichier, puisqu'ils seront tous concaténés dans un seul. Si les librairies que vous avez, qui vont être exécutées par la suite, n'ont pas été développées en mode strict, ça risque de lever des exceptions et des erreurs. Et vous pouvez passer un bon moment à savoir d'où vient le problème, quoi. Donc voilà, le useStrict dans le scope global, c'est dangereux si vous tentez de concaténer. Du coup, un environnement de développement moins permissif grâce au mode strict, plus un scope maîtrisé, ça peut donner ça. Et du coup, en quelques lignes, on peut déjà partir sereinement sur ton projet. Donc avec une fonction anonyme ou pas, ça peut être une fonction nommée. Et avec le mode strict en tête. Moi, je commence mes projets comme ça. Comme ça, je suis sûr, dès que je fais une boulette, une bêtise, JavaScript, de remonter une erreur, je suis un peu plus serein. Alors les boucles, je voulais en parler aussi. On peut parler d'énormément de choses en optimisation JavaScript. Moi, je me suis arrêté sur ce que j'ai vu et qui m'a un peu... pardon pour l'illustration, mais je trouvais que ça... Alors, je vais parler de la boucle for, comment bien la déclarer. Alors là, on a un exemple. Donc, on a un tableau avec une boucle derrière qui va itérer sur ce tableau. On a la variable i, donc qui sera le compteur de notre boucle, qui est déclaré en dehors de la boucle. Et on fait un console.log de l'item en cours. Ça pour vous, est-ce que ça vous choque? On n'est pas tous en même temps. Moi, ça me choque. C'est clairement mauvais. Alors pourquoi? Votre compteur, votre variable i, elle est déclarée dans le scope supérieur de la boucle. Donc si vous avez une variable i en avant, après, peu importe, à la fin de cette boucle, par exemple si vous avez du script après, votre variable i elle sera égale à la longueur du tableau.
Et voilà, ça peut être gênant si vous utilisez une variable i juste après et que vous ne l'avez pas réassignée, etc. Donc ça, c'est clairement mauvais, et en plus, c'est très lent. C'est très très lent. Là, pour un tableau, alors c'est un exemple, hein, mais on n'a que 3 items dans notre tableau, c'est un peu futile, mais si on se retrouve avec des collections énormes, là on va le sentir passer. Là, ça met déjà 5 millisecondes pour 3 items. Là, c'est une amélioration. On met la variable dans la boucle, la déclaration. Donc c'est mieux. On passe déjà à 1 milliseconde. Alors si on a un tableau qui fait 10 000 items, on va quand même gagner pas mal. Mais on peut faire mieux. C'est stocker directement la longueur du tableau dans une variable. Pourquoi? Parce que si on revient juste avant, là, à chaque itération, on va être obligé de calculer la longueur du tableau, ce qui est coûteux. Donc ça, c'est meilleur. Comment? Tout à l'heure, c'était plus petit que Lens plus 1, non? Je ne pas bien de mémoire. Non, c'était plus petit. La version d'avant. Ah, la version, pardon. Il a terminé ce slide à 2h30. Si, non, c'est... I plus petit que L égale. Bah oui. Je repasse. Ah oui, je suis fatigué, oui. Ah, oui. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui. On pouvait enlever le L égal. Alors que là, je stocke la longueur du tableau dans une variable. Du coup, on n'aura pas à la calculer à chaque fois, ce qui est beaucoup plus rapide. Donc là, on est inférieur à 1 milliseconde. Alors par rapport à l'exemple précédent, c'est peu, mais encore une fois, je le répète, on a que 3 items dans notre tableau. Si on en a 10 000, l'écart va vraiment se creuser. Vous me dites si vous avez bien compris ou mal compris. Ouais. En fait, je suis pas vraiment d'accord. Certes, l'optimisation est réelle, je la néglige pas, mais l'optimisation est très petite à comparer avec certaines parties du code JavaScript qui, elles, sont vraiment coûteuses. Moi, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, je veux dire, avant que je commence à faire vraiment du AngularJS, j'utilise énormément la fonction dans jQuery.html et je fous mon HTML dedans. C'est ce qu'il y a de plus coûteux. J'allais y venir après. Parce que là, je trouve que, comme c'est écrit, c'est assez long, je trouve. Et si on veut aller dans la micro-optimisation, partir en i-, c'est plus rapide qu'en i++. Oui, ça suivant Firefox ou Chrome. Parce que dans Chrome, ils ont vu que la plupart des développeurs utilisaient i++, donc ils ont changé pour que ça soit plus rapide en i++ qu'en i-. Donc là, la micro-optimisation. Avant d'en aller jusque-là, je pense qu'il y a quand même des efforts à faire chez pas mal d'entre nous, mais c'est juste. Non, tu veux pas. Du coup, comment bien utiliser une boucle maintenant qu'on sait la déclarer à peu près correctement? Donc là, on a 2 exemples de boucles, une en JavaScript pur et une en jQuery. Du coup, j'ai pris vu que maintenant je sais déclarer une boucle, j'utilise la bonne méthode. Sauf qu'à l'intérieur, à chaque fois, on va parser le DOM pour aller récupérer la div qui a l'identifiant container. Et on va utiliser la propriété innerHTML pour modifier le DOM et insérer une chaîne de caractères. Ça, c'est très coûteux. C'est vraiment la chose à ne pas faire. Et si je l'explique et si je le montre, c'est que je l'ai vu pas mal de fois.
Là, c'est une première solution. On va stocker dans une variable l'élément HTML container en dehors de la boucle, qui va faire qu'on ne va pas parser le DOM à chaque itération. On le parse une fois et on le récupère. Sauf que, bon, ça ne marche pas. Ça, c'est un peu mieux. Mais la propriété inner HTML est encore trop coûteuse. Et modifier le DOM, c'est très très coûteux. Il faut se dire que modifier le DOM ou le parser, on va dire que ça enlève des points à une note générale, et que le but c'est d'avoir le moins de points retirés sur sa note finale. Faut vraiment se mettre ça dans la tête. Là, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée. Alors, il en existe peut-être d'autres. On stocke, du coup, comme tout à l'heure, l'élément HTML container. On initialise une variable avec une chaîne de caractères vide. Et on va, au fur et à mesure de chaque itération, concaténer une chaîne de caractères X dans cette variable. Et on modifie le DOM une seule fois après la boucle. Du coup, ça, c'est mieux, c'est meilleur. Est-ce que vous avez d'autres astuces comme ça pour optimiser les boucles, par exemple, et la modification du DOM, déjà? Est-ce que... non? Je sais pas, moi c'est pas forcément d'optimisation, et par exemple pour les boucles, je fais plus comme ça, utiliser les underscore, les librairies qui... Oui, mais là je voulais juste m'attaquer vraiment au JavaScript natif et parler un peu de jQuery. Mais oui, underscore est pratique pour ça. Il y a une petite optimisation, peut-être pas dans cet exemple-là, mais créer du HTML en string, c'est là aussi beaucoup plus coûteux que créer un élément via document.create élément. Ça, c'est vachement plus rapide. Et l'insérer ensuite. C'est ça. Parce qu'il y aura quand même du parsing à faire, donc c'est comme si vous essayez de parser un string, quelle que soit la technologie utilisée. Je ne sais pas comment c'est fait dans Chrome ou Firefox, mais si vous le faites, vous allez faire des regex un peu partout. Alors que là, vous lui donnez directement un objet qui va comprendre directement. Donc il n'a pas besoin de faire ce parsing. C'est un petit peu plus long à écrire, mais c'est vachement plus rapide. Mais oui, bon, j'arrête, je ferme ma gueule. Non, mais... non, mais bon exemple. Moi, je suis preneur, on est là pour vraiment se partager des choses. Ouais, et à part ça, jQuery, 10 minutes? Il y a 10 minutes, pardon. Bon, jQuery est forcément un peu plus long que le JavaScript natif, mais à cause ou grâce à sa popularité, je vais en parler un petit peu. Parce que des fois aussi, il est mal utilisé. jQuery, quelques astuces. Donc, pour attendre que le DOM soit complètement chargé, qu'est-ce que vous faites avec jQuery? Je m'entraîne. Ouais. Donc ça, c'est la plus connue. Voilà, vous faites tous comme ça. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a une autre manière de faire la même chose, qui est un peu plus courte. Non. OneLoad, c'est risqué ça. Moi je mettrais script à la fin de mon body. Pour Ça marche aussi. aussi. Donc la plus courte que nous propose jQuery, c'est celle-là. Alors ça fait, encore une fois, c'est quelques octets de gagné. Si on additionne toutes ces optimisations, c'est léger, hein. C'est léger, mais voilà. Ah non, là c'est maniaque là. Bah, c'est pas de mon fait. C'est des outils de gaming aussi. Sur le téléchargement des scripts au final, quoi, par le client. Alors, ce qui veut dire qu'en fait, si on utilise ta méthode d'avant en déclarant petites variables pour les boucles, là par contre on perd des objets. C'est vrai. C'est vrai, mais on y gagne en réactivité côté utilisation.
j'ai envie de parler des sélecteurs, qui là aussi sont utilisés de façon un petit peu abusive. Vraiment utiliser les identifiants au maximum, c'est le plus rapide. Sylvain nous dira que le faire en natif c'est encore plus rapide, certes, mais là on est dans jQuery. Donc ça, c'est en jQuery. Je crois que j'ai oublié une image. Évidemment, si c'est juste pour faire ce genre de choses dans un bout de code, c'est pas la peine de charger jQuery, hein, bien sûr. Voilà, donc ça en natif, comme ça qu'on l'écrit, c'est certes plus long, mais si on n'a que ça à faire, ça suffit largement. Pas la peine de charger jQuery pour ça. Bon, attention. Moi j'ai... Ah, je me suis fait plaisir. Michael Bay. Il a fait... Oui. Ne pas préfixer l'idée par un tag. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, en faisant ça, jQuery derrière, il va utiliser Query Selector All, qui est un peu plus lent que getElement by ID. Je crois même un peu beaucoup lent. Pareil pour récupérer une collection. En fait, c'est le meilleur scénario qu'il utilise Query Selector All. Parce que du coup, Query Selector All n'est pas disponible sur les anciens navigateurs et il a lui-même son propre polyfill pour Query Selector All. D'accord. C'est certes pas à faire, mais. Mais ça fonctionne, oui. Ouais. Parce que dans le cas, si Query Selector All est là, autant j'orteille jQuery. Quand vous voulez récupérer une collection d'éléments via leur classe, partir d'un idée bien plus rapide, donc comme ceci. Parce que jQuery, qu'est-ce qu'il va faire? Je me suis demandé, c'est pas possible. Alors là, pour cet exemple, il va utiliser Query Selector All. Donc c'est certes un peu moins rapide, mais là, de toute façon, on n'a pas le choix. Moi, il y a une astuce que j'ai découverte, c'est d'utiliser la fonction find. Donc on récupère d'abord le content. Ce qui va faire jQuery, c'est que là, il va utiliser non pas Query Selector All, mais getElement by ID, qui est beaucoup plus rapide. Et ensuite, je vais lui demander d'aller me chercher tous les éléments HTML qui ont la classe row. Du coup, il va utiliser là aussi une autre fonction native, donc getElement by className, qui est... alors moi j'ai regardé, je vous ai fourni des liens en fin de présentation. D'ailleurs j'ai vu un article qui parlait des tags, que c'était plus rapide que par classe, de faire la recherche par tag et par classe. J'ai fait le test, c'est faux, c'est l'inverse, c'est par classe que c'est le plus rapide. Donc ça, faites attention quand vous allez lire les liens. Donc ça c'est plus rapide. Autre chose aussi, je parle peut-être près, autre chose aussi, gardez sous la main les éléments récurrents. Si vous êtes amené dans votre script à utiliser plusieurs fois l'élément container, faites-en une copie. Oui, ne le faites pas n'importe où, ce truc-là. Si vous en avez besoin uniquement dans une petite fonction au sein de votre code qui va être appelée que rarement, faites-le dans cette fonction, ne le faites pas à la racine de votre fichier, parce que ça veut dire qu'à chaque exécution de ce script, on va aller récupérer cet élément alors qu'on n'en aura pas forcément besoin, quoi. Préfixer les instances jQuery. Alors, le but, c'est vraiment de ne pas se mélanger dans son propre code avec d'autres types. Parce que là, on est dans un langage qui n'est pas typé.
Faites attention. Moi, je prends l'habitude, dès que j'instancie, dès que je crée une instance de jQuery, je le préfixe d'$. Vous le faites peut-être aussi, non? Ouais. Franchement, ça, c'est à faire parce que si vous tombez sur le code d'un copain ou pas, et que vous tombez sur une variable container, ouais, container, c'est quoi? Voilà, moi je la préfixe avec le $, je sais que c'est une instance jQuery. Non? T'as raté. Raté? Ah oui. Voilà. Donc je vous ai fourni quelques liens. Vous irez voir sur SlideShare si ça vous intéresse. Voilà.